tous. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir à nos amis visiteurs. Bonsoir, frères et sœurs. Nous continuons dans notre semaine de santé que Natacha veut transformer en semaine de prière. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que la prière est importante. Samedi, nous avons vu des menaces invisibles. Si vous avez bonne mémoire, j'ai parlé de 3 menaces invisibles. La première, c'était quoi? La prise de poids. Mais la prise de poids est témoin de quoi? Résistance à l'insuline. Et ce soir, on revient sur ça. L'insulinorésistance. Il y avait une deuxième résistance qui est une menace, cette fois sur notre santé mentale. C'est quoi? La résistance au pardon. Pardonne pas facilement. Et ça affecte notre santé mentale. Et puis, il y a une troisième résistance. C'est sur le plan spirituel. C'était la résistance à l'Esprit Saint. Et nous allons suivre ce plan. Alors, ce soir et demain soir, on est dans l'insulinorésistance parce que ça me paraît quelque chose d'important. Mercredi, nous serons dans santé mentale. Et vendredi, jeudi, ça sera encore global. Puis vendredi, on va terminer avant de laisser la place à Pasteur Gély. Et hier, nous avons vu la meilleure prescription médicale. Et vous savez, c'est cette prescription qu'aucun médecin ne fait. Pourtant, c'est la meilleure prescription médicale. Quelle est cette meilleure prescription médicale? L'exercice physique. Et Michael, hier, nous a fait une très belle présentation. Je vais vous dire quelque chose. Il m'a appris des choses hier soir. Je te le dis. Et des choses dont je vais me servir ce soir. Comme quoi, on apprend tout le temps, mais lui, il a bossé pour faire sa conférence. Ça, c'est bien. En tout cas, merci. Cet exercice physique régulier n'est pas seulement un remède préventif, curatif, mais il nous maintient aussi en bonne santé en vue d'une longévité. Et je veux nous inviter, parce que j'ai tendance à être un peu paresseux, mais j'ai compris que l'exercice physique était important et finalement, Patricia et moi, nous nous sommes payés un coach qui vient à la maison et qui nous oblige à travailler. Donc, qui vous voulez pas, Patricia me dit, Guy, lève-toi, c'est l'heure du sport. Et nous faisons ça 2 à 3 fois par semaine. Et c'est dur, hein? C'est dur. C'est dur. Mais c'est ça qui me maintient en forme, qui a fait que mon diabète est parti, que ma tension est partie et qui me permet de témoigner de ma bonne santé auprès de vous. Et on va continuer avec cette résistance à l'insuline.
Et je vous ai dit, on va passer vite, c'est un problème important qui est mondial dans tous les coins de la planète et c'est en augmentation. C'est en augmentation partout, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, même en Afrique, en Asie, partout ça augmente et ça devient maintenant catastrophique parce que bientôt, en Guadeloupe, ça va toucher la moitié de la population de la Guadeloupe dans 10 ans. En tout cas, ce sont les prévisions. Maintenant, cette insulinorésistance a un autre nom. Ça s'appelle le syndrome métabolique. Et pour ceux qui prennent des notes, il y aura des choses qu'il vous faudra noter pour que dans votre prochain bilan de santé, vous demandiez à votre médecin traitant de faire ça. Il va vous dire, ah bon, mais ouais, vous leur dites, ne vous occupez pas, docteur, vous vous occupez, moi aussi je m'occupe. Et il verra que ils n'ont pas très bien. Le syndrome métabolique, c'est l'insulinorésistance. C'est un autre nom. C'est un dérèglement du mécanisme de l'insuline. Et j'avais commencé samedi à vous expliquer que quand les cellules, toutes les cellules, le foie, la graisse, les muscles, les vaisseaux, ne répondent plus à la clé et que le sucre ne rentre plus dans les cellules, eh bien, le pancréas continue à fabriquer de l'insuline et ça fait augmenter le taux d'insuline. Et c'est pourquoi, dans votre prochain bilan, vous allez demander au médecin de doser votre insulinémie à jeun, en même temps que la glycémie à jeun. Et ce taux d'insuline est anormalement élevé. Donc, si l'insulinémie est trop importante, et même si vous n'êtes pas diabétique, vous n'êtes pas encore diabétique, mais ça va venir, eh bien, c'est qu'il y a une insulinorésistance. Et donc, le taux de sucre va petit à petit augmenter dans le sang. Donc, syndrome métabolique égale processus d'insulinorésistance. Et ça s'installe progressivement, c'est silencieux. C'est pour cela qu'il faut surveiller. Il faut régulièrement prendre son taux de sucre, comme on surveille sa tension. Et en même temps, il faut surveiller aussi dans les urines si on ne trouve pas du sucre dans les urines. Donc, voilà, je vous ai dit que l'insuline, c'est cette clé qui ouvre la porte pour que le sucre, ces petits carrés rouges-là, puissent s'ouvrir. Ce sont des portes. La clé ouvre et il y a des tas de petites portes, des récepteurs à insuline qui s'ouvrent et le sucre rentre dans la cellule. La difficulté dans le syndrome métabolique, dans cette insulinorésistance, c'est que ces portes qui étaient grandes ouvertes, normalement, petit à petit se referment. Et le sucre ne rentre plus convenablement dans les cellules. Et donc, ça va augmenter le taux de sucre dans le sang et donc créer un diabète. On vous a distribué des feuilles sur le diabète. Il y a des questions, vous allez remplir ça chez vous. Et demain soir, nous allons reparler de c'est un questionnaire, un petit test
et qui va vous donner une idée. Mais on en parle davantage demain. Cette insulinorésistance fait que on va prendre du poids. Et donc, la prise de poids est le marqueur clinique de ce qu'on voit, de ce qu'on commence à résister à l'insuline. On mange, en général on mange beaucoup, on fabrique de l'insuline, mais comme les cellules deviennent de plus en plus résistantes à l'insuline, le sucre se stocke sous forme de graisse et on se sent fatigué, on a souvent faim parce que le sucre augmente, mais après le sucre baisse. Donc on est entre hyperglycémie, hypoglycémie. Et donc c'est un cercle vicieux qui donne ce résultat-là. Et c'est ça pour lequel il faut lutter. Et c'est vrai que Sylvie a raison quand elle a dit le poids. C'est le poids. Il faut lutter contre le poids. C'est très important pour la santé. Parce que cette graisse qui n'est pas simplement sous-cutanée, elle est aussi autour des viscères et elle infiltre, regardez, à l'intérieur du foie, les globules, des globules graisseux, la vésicule, ce qui est vert. Vous voyez, tout est... Vous imaginez un chirurgien qui doit faire une opération là? Il fait des erreurs là. Parce qu'il peut couper des choses qu'il ne devrait pas couper. Parce que pour chercher, il faut enlever la graisse, c'est pas facile, mais on sait maintenant que c'est cette graisse abdominale qui donne la plupart des maladies chroniques non transmissibles. Et les maladies chroniques non transmissibles, c'est hypertension, diabète, la goutte, l'arthrose, les maladies auto-immunes, les problèmes hormonaux, les problèmes de thyroïde, les problèmes d'ovaire, d'utérus, de prostate pour les hommes. Cette graisse, c'est pour ça qu'il faut lutter contre cette graisse. Alors, voilà des choses que je vous demandais de retenir et qu'il va falloir demander dans votre prochain bilan. Ça, il y a quelque chose qui dépend de vous seulement. C'est d'avoir 1 centimètre dans la salle de bain et à poil de mesurer son tour de taille. Figurez-vous que pour nous médecins, pour les gastro, pour les cardio, les endocrinos, les gynécos, il est beaucoup plus important de connaître cette valeur-là que de monter sur la balance. Le tour de taille. Et chez les femmes, on va prendre le tour de hanche. Et plus le postérieur est... Plus la personne est en danger. Donc, tour de taille, tour de hanche, là c'est vous. Triglycérides, voilà, il faudra demander au médecin. Triglycérides, en général, il le fait avec le cholestérol. Les triglycérides, c'est une catégorie de graisse. Quand il y a trop de sucre, le sucre se transforme en graisse. Donc, ça, c'est très important. Ça ne doit pas dépasser 1,50 g. HDL, cholestérol.
c'est le bon cholestérol. Il ne doit pas être inférieur à 0,5. Et la tension artérielle, il faut avoir un appareil à tension chez vous, prendre au repos. Il ne faut pas que la tension soit supérieure à 13,8. Et puis, vous allez faire la prise de sang pour la glycémie à jeun. Et, j'ai oublié, je devais rajouter pour la conférence ce soir en dessous de glycémie, insulinémie. Donc, vous allez doser insulinémie. Et je vous donne encore quelque chose qu'on dose quelquefois, mais c'est les spécialistes qui donnent ça. Vous demandez un dosage du peptide C. Le peptide C, c'est un dosage biologique qui montre comment fonctionne le pancréas. Donc, rajoutez insulinémie, et pour ceux qui sont diabétiques ou qui savent qu'ils sont déjà insulino-résistants ou qui ont un excès de poids important, dosage du peptide C. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit qu'il faut avoir 3 éléments seulement sur ces... Alors là, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, et je vous en ai rajouté 2. Ça fait 7. L'OMS dit qu'il suffit qu'il y en ait 3 de positifs pour que vous soyez diagnostiqué insulino-résistant débutant. C'est-à-dire, peut-être que la glycémie est normale, mais si votre taux de taille est augmenté, le bon cholestérol est trop bas et que la tension est augmentée, eh bien, vous commencez une insulino-résistance. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est le processus d'insulino-résistance qui commence. Et cette insulino-résistance est une situation médicale qui fait courir un risque plus ou moins élevé. Et la maladie phare de cette insulino-résistance, c'est le diabète. Diabète sucré. Mais quand on devient diabétique, on est déjà insulino-résistant. Et c'est parce qu'on est insulino-résistant qu'on devient diabétique. Et demain, nous allons voir ça, parce que quelqu'un m'a posé la question samedi. Il m'a dit, docteur, tout ça est réversible? Oui. L'insulino-résistance est réversible. Nous allons voir. Donc, attention à ces symptômes-là. Soif, émiction, envie d'uriner, très fréquente, de jour comme de nuit. Toujours faim, toujours en train de grignoter. Une perte de poids, mais aussi une prise de poids. Fatigue, irritabilité, fréquentes infections, surtout des infections urinaires, des infections gynécologiques, des coupures qui s'infectent, la vision qui devient floue, les coupures, je vous ai dit, qui ne guérissent pas, des sensations de fourmis et de fourmillement, des engourdissements dans les mains, dans les pieds. Voilà, ce sont des symptômes qui, si vous les ressentez, il faut surveiller. Et donc, le diabète, qui est la maladie phare de cette insulino-résistance, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais docteur, le syndrome ovarien polykystique, c'est en rapport avec l'insulino-résistance? Oui. Et il y a plein de maladies qui sont directement en rapport avec cette insulino-résistance, mais il faut savoir que pour l'OMS, à partir du moment où on a un taux de sucre à jeun le matin à 1,26 g, on est déclaré diabétique. Avant,
on n'est pas déclaré, on est prédiabétique, l'hémoglobine glycosylée supérieure à 6,5, et ça, c'est la définition du diabète. Mais lorsque moi je vois chez mes patients une glycémie qui est à 1,10 g par exemple, ce n'est pas un diabète. Mais l'hémoglobine glycosylée est à 6,3 et que la personne a un excès de poids, eh bien, c'est une insulinorésistance. Et en général, ce sont des gens qui ne font pas d'exercice physique. Et donc, la meilleure prescription médicale contre l'insulinorésistance, c'est l'exercice physique. C'est pour ça qu'il faut faire de l'exercice physique pratiquement tous les jours, au moins 3-4 fois par semaine. Et pour éviter cette insulinorésistance, il est important de faire cet exercice physique et de le faire régulièrement et de faire de l'exercice avec tous les membres, avec les bras, avec les jambes, et il faut faire des mouvements qui vont faire travailler le muscle et son contraire. Cindy nous a bien expliqué ça hier soir. Cindy, c'était super hier soir. Et c'est une partie qui est difficile. Alors, je peux vous dire, parce qu'avec le coach, quand il commence à me faire ça, je lui dis, pendant combien de temps? Et, bon, parce que on est habitué à faire ça. Et ça ne nous pose pas de problème. On est prêt à le faire 20 fois, 30 fois. Mais quand il faut, avec des poids, moi, j'ai doigt à 2 kilos. Patricia a doigt à 1 kilo. Et qu'il faut faire 2 kilos là et 2 kilos là, ça fait 4 kilos. Quand c'est que ça termine? Mais j'ai vu une publication scientifique qui dit que ce mouvement-là est un mouvement qui fait diminuer le sucre davantage que de faire ça. Et c'est très important de faire de l'exercice physique. Le pancréas, malheureusement, en fabriquant de l'insuline, s'épuise et au début, il y a hyperinsulinémie et puis, à force de sécréter l'insuline, mais que le sucre ne rentre pas dans la cellule, le pancréas se fatigue de fabriquer de l'insuline et va sécréter de moins en moins d'insuline. Et c'est pour cela que beaucoup de diabétiques sont obligés de passer à l'insuline. Ils ont eu 1, 2, 3 comprimés et après, le pancréas ne fabrique plus autant d'insuline qu'avant et on est obligé de les piquer. Il faut savoir que les facteurs génétiques sont importants. Alors, il y a officiellement 12% de diabétiques déclarés à la sécurité sociale en Guadeloupe. Officiellement. Mais nous considérons qu'il y a le double. 25%. Et vous voyez que nous nous tenons Guadeloupe, Guyane, Martinique, c'est à peu près pareil. 11,5, 12. Alors qu'en France hexagonale, c'est 5-6%. Et, bon, on va passer sur ce schéma qui est un peu compliqué. C'est des professionnels de santé, mais vous voyez que les facteurs génétiques vont s'additionner avec l'inactivité physique et le fait que nous mangeons trop pour donner beaucoup de graisse. Et le problème, c'est que ce paquet de graisse n'est pas neutre. Ce paquet
paquet de graisse a plein d'hormones dedans. Adiponectine, radicaux libres, de la résistine, la leptine, des cytokines. Et ce sont des substances qui vont interférer avec nos hormones, avec nos hormones naturelles. Et quand cette graisse est trop importante, eh bien, par exemple, ça va jouer avec les hormones de la femme. En particulier, si en plus vous mangez trop de pilons de poulet qui viennent de je ne sais pas où, qui ont été engraissés avec des hormones, des antibiotiques, et que vous mettez dans votre assiette et que vous mangez à profusion, les hormones du pilon de poulet, les antibiotiques du pilon de poulet, plus toutes les hormones de cette graisse vont venir entrer en compétition avec vos propres hormones. Cancer du sein, ovaire polykystique, cancer de l'utérus, cancer du côlon, et donc maladie métabolique, et puis il y a toutes les complications que je vous ai dit samedi, que vous connaissez, les complications du diabète. Alors, nous devons être conscients de ces problèmes parce que, mesdames et messieurs, je vous dis, hein, quand je me suis installé il y a 43 ans en Guadeloupe, j'ai exercé avant à La Réunion, j'ai exercé en France, il y a plus de 50 ans que je suis médecin, mais il y a des choses qu'on ne voyait pas en Guadeloupe. On ne voyait pas. Le problème, c'est que nous avons perdu nos spécificités locales pour adopter le style de vie des pays d'abondance, le style de vie des Européens, des Américains. Et puis, entre-temps, notre intestin est devenu une véritable passoire. Ça veut dire que des choses qui, normalement, auraient dû rester dans les matières fécales et être éliminées, en fait, ces choses restent dans l'intestin, traversent la paroi et se retrouvent dans notre sang et nous intoxiquent lentement, progressivement et abîment nos intestins et abîment notre santé. Donc, cette insulinorésistance, ce diabète, n'est pas une affaire de sucre seulement, mais il y a d'autres voleurs. J'ai tenu il y a quelque temps chez vous une série voleurs d'années, voleurs de vie. Je continue toujours à les appeler voleurs d'années, voleurs de vie. Et ce sont ces voleurs qui nous rendent insulinorésistants silencieusement. Alors, le premier de ces voleurs, c'est le sucre. Le sucre. On met du sucre partout. Dans le lait, dans les jus, dans les tisanes, dans le café. Et nous, en Guadeloupe, nous mettons trop de sucre. Et ce problème était tellement important que Victorin Lurel, vous vous souvenez, a fait voter une loi qui a eu du mal à passer une première fois, mais qui est passée la deuxième fois, parce qu'en plus, pour les produits qui étaient destinés aux départements et territoires d'outre-mer, on mettait davantage de sucre encore. Et ça, c'est... Et tous les sucres, bon, il y a des sucres qui sont plus méchants que d'autres, en particulier les sucres rapides, hein, qui sont de vrais dangers. Parfois, on dit sans sucre ajouté, mais ils rajoutent d'autres sucres. Sirop de maïs, sirop de maltose. Il y a des... c'est encore pire que si on prend du sucre.
Et puis attention à ces édulcorants. Ah, je suis diabétique, je prends du sucre de régime. Le sucre de régime, c'est le plus mauvais. Et en plus, ça donne le cancer. Prouvé. Alors, les histoires d'aspartame, de sucre de régime, méfiez-vous de tout ça. Ça donne quand même une insulinorésistance. Et voilà des choses que nous aimons bien, et surtout nos enfants. Mais nous aussi. Hein. Voilà, ketchup, coca, vous voyez, les céréales, là, les cornflakes, les céréales qu'on met dans du lait, les barres chocolatées, les gâteaux, les sirops, même le sirop d'orgave. Hein. Tout ça, c'est des choses qui vont contribuer. Et puis, il y a ça. Ça, c'est le gros problème de la Guadeloupe. Les jus. Et vous voyez, ce jus-là, là, à gauche, où il y a 100% de jus de fruits, c'est celui qui coûte le plus cher. Et puis, celui où il y a très peu de jus, vous voyez, 4%. Et puis, tout le reste, c'est de l'eau sucrée. C'est celui-là qui coûte moins cher. Et beaucoup de gens aiment, et le problème, c'est qu'au fur et à mesure que vous vous habituez à cette quantité de sucre, vous devenez drogué. Comme de la drogue, comme la cigarette, comme l'alcool, on devient drogué de sucre. Et immanquablement insulino-résistant et diabétique après. Donc, il faut se méfier de ces limonades, de ces boissons. Et le mieux, c'est de faire soi-même son jus à partir des fruits de notre jardin et sans rajouter de sucre dedans, puisque le fruit a déjà son sucre. Maintenant, deuxième voleur dans l'insulinorésistance, c'est que nous ne mangeons pas assez de fibres. Nous buvons le jus, mais c'est mieux de manger le fruit, de manger l'orange, de manger la banane, de manger, bon, pas trop de bananes, hein, ça peut monter le sucre, et puis il y a beaucoup de potassium, 1-2 bananes, de manger une mangue, pas un seau de mangue, hein, mais nous aimons la viande n'a pas assez de fibres, et vous voyez, ces choses-là vont modifier la flore intestinale. Vous savez, dans nos intestins, nous avons une quantité de microbes, et ces microbes sont en équilibre. C'est ça qui fait que le caca sent mauvais. C'est parce qu'il y a plein de microbes dans le ventre, et nous avons besoin de ces microbes pour vivre. Mon père disait, toi-même, tu es un gros microbe. Nous sommes des microbes. Nous avons plein de microbes et il faut qu'il y ait un équilibre entre tous ces microbes. Et si l'équilibre ne se fait pas, on va avoir la diarrhée. Si l'équilibre ne se fait pas, on va être constipé. Si l'équilibre ne se fait pas, on va avoir mal au ventre parce que quelquefois, ces microbes se manifestent et donnent une inflammation et vous êtes obligé d'aller chez le médecin et chez le gastro-entérologue. Et puis, voilà ce que nos parents et nos grands-parents, eux, mangeaient et nous ont appris à manger. Et des gens de ma génération, nous mangeons encore ça. Vous voyez, là, il y a un peu de tout, là. Les ignames, les patates, les madères, manioc. Mais à présent, ces types-là, ils ne sont pas intéressés par ça même. Ils sont intéressés par ce qui est à droite, là. Ah, c'est ça. Et ça n'a aucune fibre. C'est bourré de graisse. Et vous voyez, ça c'est un gros problème. Et ça crée l'insulinorésistance. Mais aussi,
le problème de la consommation de graisse. Et l'insulinorésistance n'est pas qu'une affaire de sucre, c'est aussi une affaire de graisse. Nous mangeons trop gras, trop... Et voilà, à droite là, c'est ce que les enfants aiment le plus. Mais c'est ça qui les rend malades. Et c'est ça qui fait que dans 10 ans, il y aura beaucoup d'enfants qui seront diabétiques dès l'âge de 18-20 ans. Trop de lait, trop de beurre, trop de fromage, trop des œufs, trop de graisse. Et voilà ce qui apporte le plus de graisse et sur lequel il nous faut tous, y compris moi, réduire. Il faut réduire d'au moins de moitié, au moins, sur les viandes, sur le beurre et les margarines, les fromages, les pâtisseries et les fritures, à goulou, bokit. Alors, moi, comme je dis, je n'interdis rien à personne. Moi-même, je suis bien content de manger un bokit de temps en temps. Mais je mange un bokit tous les 6 mois. Parce que le bokit, c'est du poison. Quand vous voyez ce fait, même si on a mis de la morue, du poisson, de la viande, enfin, il y a différents types de bokit. Hein. Mais ma fille est en vacances, je l'ai entendu dire, bon papa, tu ne fais aucune remarque, hein? Mais il y a un samedi soir où ils ont choisi, ça va être une soirée bokit. Bon. Il m'a dit, papa, tu fermes ta bouche. Bon. Et donc, je vais fermer ma bouche. Et pour faire plaisir, je vais manger un bokit, mais je ne mangerai pas deux. Ça qui veut manger 2 ou 3, débrouillez-vous. Mais moi, non. Et la prochaine fois que je vais manger un bokit, ça sera dans 6 mois. Mais moi, je sors d'une insulinorésistance, ce n'est pas pour retomber dedans. Donc, et je vous conseille de faire la même chose. Faire attention à ça, là. Ça, ça crée facilement de l'insulinorésistance. Parce que ça, ce sont des aliments artificiels. Ce n'est pas des aliments naturels, ça. C'est des aliments que l'homme a créés. Et ils l'ont créé tellement que maintenant, ils font goût barbecue, ils font toutes sortes de trucs chimiques dedans. Mais vous savez, une étude scientifique l'année dernière disait que 15% lorsqu'on étudie l'alimentation de certaines personnes, en particulier des gens avec le cancer du côlon, 15% des gens qui ont un cancer du côlon abusent de ça. Donc, à éviter. Et puis, nous mangeons trop. Nous mangeons trop. Et c'est ça le problème de l'insulinorésistance, c'est la quantité. Ouais, c'est ça même mot. Vorace. Normalement, il y a beaucoup de centenaires sur l'île d'Okinawa au Japon. Et dans une étude scientifique de ces centenaires d'Okinawa, les gens qui vivent à 100 ans disent qu'ils sortent de table en ayant toujours faim. Oh là, vous comprenez que fait ça en Guadeloupe? Ah non. Sortir de table, ou ni faim toujours, mais caillé. Mais c'est facteur de santé. Et moi, voilà une technique que j'ai utilisée moi-même, c'est quel que soit l'endroit où je suis, même si c'est bon,
quand la maîtresse de maison dit « Ah, ben, tu en reprends », surtout pas. Et je dis, ne le prends pas mal. Ton repas, ton plat était très bon, mais j'ai pris pour principe de ne pas doubler et encore moins de tripler. Ce sont des principes de bonne santé, d'autant plus que vous voyez les assiettes de 1980, elles étaient plus petites. Alors peut-être que là, on pourrait doubler, mais les assiettes de 2021 et de 2025, quand vous allez au magasin chercher des couverts, mais j'ai vu maintenant là, ils font des talas ronds, mais ils ont des espèces d'assiettes qu'ils font ovales ou rectangulaires. Mais où est-ce qu'on va avec ça? On nous pousse à consommer, mais on nous pousse à devenir malades. Mais il ne faut pas se laisser piéger. Et il faut éviter. Alors, le rapport, l'IMC, entre la taille et le poids, vous voyez que la Guyane, c'est là-bas où il y a les gens qui ont les obésités les plus importantes sur le territoire français. Parce que les Américains, c'est eux qui sont les plus forts. Mais vous voyez que la Guadeloupe est en 8e position. On est derrière la Guyane et derrière la Martinique, mais pas de beaucoup. Hein? Et bon, on va passer sur ça. Et voilà, parce qu'on mange trop, voilà, c'est ça le résultat. Donc, il faut réduire sur la quantité et puis faire de l'exercice pour brûler la graisse. Et c'est comme ça qu'on va lutter contre l'insulinorésistance. Alors, on va passer sur ça. Cri d'alarme, parce que bientôt, 50% de la population, je vous l'ai déjà dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant jeune qui est obèse va devenir un adulte obèse. Donc, il faut lutter contre le surpoids chez les enfants. Et ils ont toujours un soda, une barre chocolatée, ils sont toujours en train de manger quelque chose, et ça, il faut surveiller ça. L'utilisation abusive d'hormones, de médicaments, d'antibiotiques, de pesticides, tout ça contribue à l'insulinorésistance. Et tous les médicaments que les médecins vous donnent, que les gens comme moi, qu'on vous donne, ne va pas faire diminuer l'insulinorésistance. C'est vrai que la metformine, le janumètre, le glucophage, bon, aident un peu. Mais en général, les médicaments aggravent une situation. Alors, vous devez vous dire, mais pourquoi on les donne alors? On les donne parce que les malades réclament les médicaments. C'est comme quelqu'un qui vient de se faire une entorse, il a besoin d'une béquille parce que pour marcher, ça lui fait mal, il boite. Donc on est obligé de lui donner un médicament. Mais est-ce que la personne va rester avec ses béquilles toute sa vie? Non. Au bout d'un certain temps, il fait de la rééducation et puis après, il se sert de sa jambe, de son pied normalement. Nous nous servons de médicaments et nous sommes tout le temps sous des médicaments et toute la vie. Il faut savoir que les médicaments, si avant 1920, 1930, 1940, même 1950, les médicaments c'était à base de plantes, maintenant les médicaments c'est des produits chimiques. Donc c'est du poison. Nous sommes les médecins des distributeurs officiels de poison. Et c'est pour ça que Mme White, une dame que certains d'entre vous connaissez, dit attention aux médicaments. On ne dit pas qu'il ne faut pas en prendre du tout. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que les chrétiens ne devraient pas se servir de médicaments. Mme White n'a jamais dit ça.
Mais c'est vrai que cette évolution des médicaments qui sont essentiellement des produits chimiques, eh bien, ont plutôt des effets secondaires. Prenez un médicament et vous lisez la notice. Mais je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de gens qui, quand ils ont lu la notice, disent « Ah, bien, moi ça. » Et vous avez raison. Vous avez raison. Et en particulier dans le diabète, il n'y a aucun médicament qui guérit le diabète, il n'y a aucun médicament qui guérit l'insulino-résistance. C'est le changement d'alimentation, le changement de style de vie, l'exercice physique et l'hygiène mentale. Et nous allons voir ça avec Moïse qui est là. Moïse, mets-toi debout. Que je te présente mercredi soir et vendredi soir. Moïse, le psychologue, va venir renforcer ce que je vais dire et en rajouter, parce que les menaces invisibles sur le plan mental sont très importantes. Merci Moïse de venir avec nous, Michael. Donc, et puis il y a une découverte très récente. Ça date de à peine 1 an et demi. Donc vous voyez, on vous amène des choses sérieuses. Hein? Et vous pourrez, il y a un frère qui m'a donné une clé là. Il dit, moi, docteur, pourquoi vous ça au dit là, en cas ils font une réunion, pour ces gens qu'à nous connaître et montrer aux autres ce que nous savons, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, pourquoi nous le disons. Et je l'ai encouragé, je lui ai dit, ok, frère, ta clé est là, et si tu veux que je mette la conférence de ce soir dessus, je la mets. Ce qui est important et qu'on a trouvé, c'est que les gens qui font une insulinorésistance ont un microbiote, une flore intestinale particulière. Et dans cette flore intestinale, un mauvais microbiote, il y a un microbe, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Akkermansia muciniphylla. C'est un microbe. Akkermansia municiphylla. Quand on n'en a pas, les diabétiques n'ont pas ce microbe dans l'intestin. Et maintenant, pour essayer de guérir, aider à guérir le diabète, non seulement on va donner des médicaments, mais maintenant, de plus en plus, on va avoir un probiotique, un microbe sous forme de gélule qu'on donne, qui va contenir Akkermansia muciniphylla. Et moi, j'apprends ça dans les congrès, hein, puisque je continue à aller me former. Et quand il n'y a pas suffisamment d'Akkermansia, eh bien, la barrière intestinale diminue. Et les gens sont plus exposés à devenir diabétiques. Et on a découvert que cette bactérie aide à lutter contre l'insulinorésistance, contre le syndrome métabolique. Et il y a un laboratoire qui commercialise ce produit qu'ils vendent relativement cher maintenant et qui n'est pas remboursé du tout par la sécurité sociale. Mais il est prouvé de plus en plus dans les congrès où je vais que cette Akkermansia muciniphylla nous aide à lutter contre le développement de l'obésité et de syndrome métabolique ou de l'insulinorésistance à travers les différents organes. Et il y a des détails scientifiques, mais il faut savoir que l'équilibre de ces microbes que l'on a dans l'intestin joue sur notre santé. Et donc, Akkermansia municiphylla va être bientôt un traitement adjuvant dans l'insulinorésistance. Alors, il faut savoir que cette insulinorésistance
va conduire à ce que le professeur, le docteur Zeno Charles Marcel, un certain nombre de personnes qui sont venues en Roumanie avec moi ou qui ont fait des voyages, ou qui, parce que maintenant il est responsable de santé à la conférence générale, c'est lui qui décrit la notion de toboggan métabolique. Il était professeur de médecine à l'université de Loma Linda. Et on sait maintenant que cette insulinorésistance favorise le cancer. Donc, quand on est insulinorésistant, et c'est pour ça que quand il y a insulinorésistance, le cancer flambe. Et on va aller tout de suite à ce... Voilà. Voilà quelque chose qui m'a fait réfléchir et qui doit vous faire réfléchir. Je crois qu'à Chauvel, vous l'avez déjà vu. Je crois que vous l'avez déjà vu. C'est le toboggan métabolique. Vous voyez, au départ, en haut, on est simplement hypertendu, un petit peu de cholestérol, un petit peu de triglycérides et un petit peu de poids. Vous voyez, quand on est comme ça, on est au début du toboggan. La pente n'est pas encore trop forte. Mais vous voyez, au fur et à mesure qu'on devient insulinorésistant, donc maintenant, c'est le même tableau que je vous avais présenté d'une certaine manière. Maintenant, je vous le présente sous l'angle de l'insulinorésistance. Au fur et à mesure qu'on devient insulinorésistant, la pente est plus forte et on glisse plus. Les enfants aiment faire du toboggan, mais eux, quand ils glissent, ils tombent dans un bac à sable. Tandis que nous, sur ce toboggan-là, on tombe dans « Ici repose en paix ». On tombe dans la tombe. Exactement. Et il y a des gens qui se demandent pourquoi, comment. Vous vous souvenez du cas de Monique? Monique était... Elle ne savait pas qu'elle était insulinorésistante, diabétique, un médicament, 2 médicaments, et je continue. Et sa maman était insulinorésistante, et sa maman est décédée, et elle-même, et puis, vous voyez, et les facteurs psychologiques, les facteurs de dépression, de manque d'amour, de manque d'estime de soi, dont on a parlé rapidement samedi, ben, ça interfère dans le toboggan métabolique et ça favorise que ça glisse encore plus vite. Donc, ça, c'est un argument métabolique et c'est pourquoi j'ai intitulé la conférence de ce soir « Comment allez-vous » hein? Vous avez vu sur le... C'était « Comment allez-vous » Je parle de santé métabolique, c'est-à-dire que je parle de ça. Comment allez-vous? Où est-ce que vous êtes sur ça? Comment allez-vous? Est-ce qu'elles ont glissé? Elles ont continué à glisser? Ou est-ce que on va se reprendre? Vous avez déjà essayé de remonter un toboggan? C'est possible, hein? Mais c'est difficile. Ben, quand on est insulinorésistant, c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, j'étais au début et lorsque j'ai pris conscience, et puis il a fallu remonter, et je vous assure que c'est dur. Et tous les mercredis matins et tous les vendredis matins avec mon coach, des fois je le maudis, mais je sais que c'est pour mon bien. Parce qu'il me fait remonter le toboggan. Et ce sont les connaissances que Dieu nous permet d'avoir. Et le problème, c'est que nous, on ne s'en occupe pas.
On sait qu'on glisse, mais on continue. Ouais, l'insulino-résistance, c'est cette inondation. Le robinet est toujours ouvert, le lavabo est bouché. Alors on appelle le médecin, on appelle l'infirmière, le kiné, tout ce que vous voulez pour éponger, mais on ne ferme pas le robinet, on continue toujours. Bon, eh bien si on continue toujours, on va continuer à glisser. Pourtant, et c'est ça le thème de notre semaine de santé et aussi de prière, mais oui, il faut demander à Dieu de nous aider à changer de mode de vie. Natacha, tu as raison. Parce que ça ne se fait pas seul. Hein. Ça ne se fait pas seul. J'ai beau vous raconter, beau vous dire, oh papa, à la limite même, vous risquez de rentrer chez vous un peu déprimé ce soir. Pourtant, ce n'est pas fait dans ce but-là. C'est fait pour vous sensibiliser parce que tout ça est réversible. Tout ça est réversible. Mais demain soir, nous allons voir. Et c'est pourquoi Madame White, la dame dont je parlais tout à l'heure, a dit dans Conseil sur la nutrition et les aliments, c'est pourquoi le Seigneur a permis que la lumière de la réforme sanitaire brilla sur nous, afin que nous puissions voir le péché que nous commettons en violant les lois qui régissent notre être tout entier. Nos joies ou nos souffrances dépendent de l'obéissance aux lois de la nature ou de leur transgression. Et donc, il est important de changer de vie sur le plan physique. On va le voir avec Moïse sur le plan mental. On l'a vu avec Michael sur le plan de l'exercice physique. Et Dieu se soucie de nous et il nous a donné des conseils dans la Bible, dans les écrits de cette dame, Ellen White, et par les progrès de la médecine, dont je vous fais état et dont les autres, et dont Michael, hier soir, nous a fait état. Et donc, ça me paraît être quelque chose d'important. Et là, on arrive à la fin. Et c'est là où, Michael, j'ai fait quelque chose, ce que tu as fait hier soir m'a fait modifier quelque chose dans ma présentation ce soir. Voilà, et amis, mesdames, messieurs, amis visiteurs, regardez bien. Voilà l'état des vaisseaux dans le cerveau après un repas gras et copieux. Vous voyez que 1, c'est marqué 1 avant le repas. Vous voyez les globules rouges, ils ont de l'espace. Vous voyez 2, 1 heure après un repas gras et copieux. Vous voyez les globules rouges commencent à s'agglutiner. Il y a moins d'espace. 3, 4 heures après un repas gras et copieux. Vous voyez les globules rouges, ils ont encore moins d'espace. Et ils commencent à se coller les uns contre les autres. Et vous voyez à 4, en rouge, 6 heures après un repas gras et copieux, regardez, tous les globules rouges, il y a tellement de graisse dans le sang que les globules rouges se collent les uns contre les autres. Et c'est comme ça qu'on fait embolie, qu'on fait AVC, parce qu'il y a eu un moment, et c'est souvent après un repas gras et copieux, et pour d'autres, alcoolisés. Et donc, vous voyez, quand ces globules rouges sont comme cela, donc on expose nos organes, et en particulier notre cerveau, à une difficulté. Et c'est là qu'il est important, et là je repris une de tes diapositives, où il est important de faire que l'activité physique soit dans nos habitudes, parce que, et en particulier après un repas gras et copieux, au lieu d'aller dormir, d'aller faire la sieste, eh bien, il faut aller faire du sport, il faut aller faire de l'exercice physique, parce que ça, c'est dangereux.
Et vous voyez, quand on est, c'est la diapositive de Michael hier soir, quand on a fait de l'exercice physique, 20 minutes après, la circulation se met en route et vous voyez que le rouge, c'est que, eh bien, il n'y a plus, dans le rouge là, tous ces globules rouges qui sont accumulés et collés les uns contre les autres, eh bien, l'exercice physique va faire que ces globules rouges vont reprendre de l'air et le risque d'AVC, le risque d'embolie, le risque de thrombose va s'éloigner. Mais ça va avoir une incidence sur notre vie spirituelle. Parce que souvenez-vous, samedi, je vous disais que dans notre cerveau, je ne suis pas en train de parler de religion, je parle de spiritualité, de la vie de l'esprit. Nous avons 3 fonctions dans notre cerveau dont Dieu se sert. Notre raison, notre conscience et notre volonté. Et c'est cette raison et cette conscience et cette volonté qui doivent prendre le dessus sur les besoins, sur les désirs, sur les passions. Mais vous voyez, si vous êtes dans cette étape en rouge, où souvent les globules rouges sont agglutinés les uns contre les autres et où l'oxygène ne passe pas, où il y a un risque de congestion cérébrale, eh bien, ça va avoir des répercussions sur notre esprit, puisque notre esprit, c'est dans le cerveau que ça se trouve. Et il y a une mauvaise circulation. Donc la raison ne va pas bien fonctionner. La conscience ne va pas bien fonctionner. La volonté ne va pas bien fonctionner. Et nous rentrons dans un cercle vicieux. Et c'est pour cela que nous invitons, parce que je suis dedans, il ne faut pas croire que je suis comme vous, je suis un malade qui s'ignore. Il faut que ça soit l'esprit, il faut que ça soit la raison, la conscience et la volonté qui prennent toujours le dessus sur mes désirs, sur mes émotions, sur mes sentiments. Et avec l'aide de Dieu, de la prière par exemple, par un effort de prévention, mais aussi de sanctification, eh bien, je vais mieux me porter, il y aura moins de souffrance et je vais aller vers la restauration, voire même la guérison par la grâce de Dieu. Mais, si ce sont mes désirs, ah, j'aime ça, c'est trop bon, et que je reste sur c'est trop bon, j'aime ça, et que ce sont mes désirs, mes émotions, mes sentiments qui contrôlent mon esprit et que ma volonté devient asservie à mes goûts, à mes désirs, à mes passions, eh bien, il faut savoir que petit à petit, non seulement l'insulinorésistance s'installe, mais plein d'autres maladies et il y aura plus de souffrance, plus de complications, pas du tout de guérison et peut-être même la mort. C'est pour cela, et je termine par là, je reviens sur ce texte que nous avons vu samedi, d'Exode 15, verset 26, où Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu écoutes attentivement, ce soir, je vous ai vu écouter attentivement. Mais il ne suffit pas d'écouter attentivement, mais là, c'est de plus en plus. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, aux yeux de Dieu, et ce n'est pas encore suffisant, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, là, ce n'est pas conseil simplement. Hein. Moi, je vous ai donné des conseils. Mais Dieu donne des commandements.
Et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc les médecins ne guérissent pas, c'est Dieu qui guérit, et ils se servent des médecins, des psychologues, des infirmiers, des kinés, des coachs sportifs, pour nous aider à être en bonne santé. Et puis deuxièmement, et ça me paraît important, cette deuxième citation que l'on trouve dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie ». S'humilie, ça veut dire, ah bon, mais moi j'ai rien fait de tout ça. Hein? Ah bon? Bon, mais je ne savais pas. Hein? Ah, je voudrais changer. Apparemment, je ne faisais pas bien. C'est ça, s'humilier. Prie, parce que de moi-même, je ne pourrai pas. On pourra pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais après, on retombe. Cherche ma face. Cherche ma face. Il faut rechercher Dieu. C'est l'Esprit Saint. C'est celui-là. C'est pourquoi je disais, 3e menace invisible. Nous faisons de la résistance à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit. Et si nous recherchons la face de Dieu, son Saint-Esprit, et si nous nous détournons de nos mauvaises voies, eh bien Dieu dit, je t'exaucerai des cieux, je te pardonnerai ton péché et je guérirai ton pays. Alors, je dois vous dire qu'à ce moment-là, c'est une grande controverse dans notre esprit tous les jours. Tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, il y a cette controverse. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je vais changer? Par quoi je vais commencer? Mais ce qui est important, c'est que notre raison, notre conscience et notre volonté, c'est elle qui doit prendre le dessus. Et donc, je vous invite, et demain soir, nous allons voir encore d'autres choses, à changer notre mode de vie, car il y a un pouvoir important dans les choix que nous faisons maintenant et qui vont conditionner notre avenir, mais celui de nos enfants. Parce que nous faisons l'éducation de nos enfants et il ne faut pas laisser les enfants nous mener par le bout du nez. Donc, demain, je vous donne le programme. On va traiter de la manière de traiter certaines résistances, mais demain, nous allons parler du fait que cette insulino-résistance que je vous ai décrit davantage ce soir, eh bien, n'est pas définitive. Il peut y avoir un retour à une physiologie normale du sucre et du métabolisme normal des graisses, que les mêmes conditions qui ont favorisé l'apparition du diabète ou de l'insulino-résistance peuvent être, on peut les enlever, mais il faut savoir que pour que ça soit réversible, c'est qu'il faut changer aussi définitivement. Parce que si on recommence les anciennes habitudes, le même processus de réapparition de l'insulino-résistance va réapparaître. Et donc, ayant compris cela, on ne peut pas dire qu'on guérit du diabète ou de l'insulino-résistance. Mais il y a une réversibilité possible du processus d'insulino-résistance qui va revenir vers la normale en corrigeant le métabolisme. C'était un syndrome métabolique. Et nous allons voir demain soir les 10 changements fondamentaux qu'il faut faire pour que l'insulino-résistance régresse.
et disparaissent avec la grâce de Dieu, c'est lui qui décide. Mais c'est réversible. Il y a de l'espoir. Donc, demain soir, je vous invite, tout aussi nombreux que vous êtes, avec des visiteurs, avec des gens, et nous allons voir ensemble les 10 recommandations à mettre en pratique dès que possible pour lutter contre cette insulinorésistance. Que Dieu nous aide à comprendre tout ça. Ça fait beaucoup de choses, hein? Mais j'ai choisi samedi matin, parce que j'ai tellement de choses à faire, mais j'ai choisi de vous donner un résumé de tout ce que nous avons fait durant la semaine. Vous allez avoir sur papier, pas les photos, mais il y a un système dans l'informatique où nous pouvons faire un résumé de ça, et l'intelligence artificielle nous aide également pour pouvoir vous donner quelque chose pour que vous ayez en main quelque chose sur lequel vous allez pouvoir revenir, réétudier, parce que c'est important. Que Dieu nous aide, et merci pour votre attention, car je vous ai senti très attentif.